Lors du dîner de Noël, le lustre en cristal scintillait au-dessus d'une longue table en acajou, l'argenterie étincelait, les rires fusaient tandis que le chapon farci et la purée de marron passaient de main en main. Le sapin brillait dans un coin, ses décorations scintillant contre les lumières clignotantes, et pendant un instant fugace, je me suis laissé croire que cette année serait peut-être différente, que je pourrais enfin avoir ma place. C'est alors que le regard de mon père a croisé le mien à travers la table, acéré et inflexible. Les perles de ma mère ont capté la lumière lorsqu'elle s'est penchée vers lui, ses lèvres s'étirant en un mince trait. Ensemble, ils m'ont regardé avec une sorte de finalité que j'avais toujours redoutée mais jamais entendue à voix haute. Leurs voix ont frappé comme une lame, tranchant la musique d'ambiance. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Ce n'était pas un murmure, ni quelque chose de dissimulé. Les mots ont résonné dans la salle à manger, et la pièce elle-même a semblé se contracter. Un cousin a laissé tomber sa fourchette avec un cliquetis métallique. Le téléphone de quelqu'un, déjà levé, s'est incliné pour capturer l'instant. Et puis sont venus les rires, moqueurs, collectifs, entièrement dirigés contre moi. Le son a roulé autour de la table, dur et joyeux, comme si m'effacer était un divertissement. Mes mains se sont crispées autour du verre de vin froid jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Le dossier de ma chaise a raclé le parquet poli lorsque je me suis levée, le souffle court dans ma poitrine. Alors effacez-moi de tout, ai-je dit, la voix claire et inébranlable. De cette famille, de tous vos projets. La pièce s'est figée. Pas une respiration ne s'est fait entendre. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'était le crépitement du feu et le martèlement de mon propre cœur. Mon père, Grégoire, avait l'air d'avoir avalé du verre, sa mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle pourrait se briser. Ma mère, Marguerite, a ajusté la serviette sur ses genoux avec une précision inutile, sa robe émeraude brillant, mais ses mains tremblaient. En face d'eux, les yeux de mon frère Daniel se sont agrandis, puis rétrécis, tandis qu'il posait une main protectrice sur le bras de sa femme, Samantha, l'avertissant silencieusement de ne pas intervenir. Autour de la table, les cousins me fixaient comme si je venais de mettre le feu au sapin de Noël. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé le silence s'installer, ma voix résonnant encore dans l'air lourd. Pendant des années, j'avais été traitée comme une invitée dans cette maison de la banlieue chic de Lyon, pas comme une fille. Ce soir, ils avaient dit tout haut ce que leurs yeux m'avaient toujours dit. La table avait été dressée comme une couverture de magazine, un chapon rôti au centre, des bols de purée de pommes de terre brillant de beurre, de la sauce aux érelles dans des plats en cristal, une bûche de Noël attendait sur le buffet. Une musique de fête s'échappait doucement des haut-parleurs et des couronnes de pain embaumaient l'air. Pour quiconque de l'extérieur, cette maison aurait ressemblé à l'image parfaite de la tradition familiale. Mais sous l'éclat des lumières, le venin attendait son signal. Les réalisations de Daniel avaient déjà été célébrées plus tôt. Mon père avait levé son verre, se vantant de la promotion de son fils au rang d'associé dans un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville, la fierté imprégnant chaque syllabe. Law table boardinate the admiration. Ma mère avait saisi la main de Daniel, ses perles effleurant sa manchette, les yeux brillants de satisfaction. Ils avaient tous applaudi, levant leurs verres, le célébrant comme s'il portait tout le nom des haies sur ses épaules. Et moi, assise à l'extrémité de la table avec un sourire poli, je savais déjà que personne ne mentionnerait mon nom. J'avais siroté tranquillement mon vin, fixant le liquide rubis, me souhaitant invisible. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû être immunisé. Mais les mots qu'ils avaient lancés ce soir n'étaient pas seulement une absence ou une négligence. C'était une condamnation, finale et impitoyable. Je pouvais voir le visage de ma tante Carole pâlir, sa fourchette posée doucement, ses yeux allant de moi à mes parents, comme si elle voulait parler mais ne le pouvait pas. Un jeune cousin a murmuré « Elle a vraiment dit ça ?» à sa sœur, qui lui a donné un coup de coude sec pour le faire taire. Des téléphones planaient discrètement au-dessus de la table, la lueur des écrans trahissant une curiosité plus forte que la honte. Quelque part près du buffet, les lèvres de Samantha se sont courbées en une moue sympathique mais hésitante. La chaleur m'est montée aux joues, mais je ne les ai pas laissés me voir me recroqueviller. Ma poitrine me brûlait, mais mon dos est resté droit. Toute ma vie, j'avais enduré leur favoritisme, leurs moqueries cachées dans des tons polis, leur silence pointu quand il s'agissait de mon travail. Ce soir, ils avaient décidé de rendre public ce qui était tacite. Mon père s'est agité sur son siège, sa main agrippant l'accoudoir, sa voix grondant sourdement. « Tu causes toujours des problèmes, Olivia. Tu l'as toujours fait. » La tête de ma mère s'est inclinée très légèrement, comme un bourreau confirmant la sentence. Daniel s'est éclairci la gorge comme pour parler, mais la main de Samantha s'est resserrée sur son bras, et il est resté silencieux. Le rire moqueur s'est estompé en un silence mal à l'aise, mais sa piqûre est restée, faisant écho sur les murs. Les lumières de Noël clignotaient en rythme, inconscientes de la fracture qui déchirait la soirée. J'ai jeté un coup d'œil au sapin, aux cadeaux soigneusement empilés en dessous, et je me suis demandé combien portait le nom de Daniel,
Combien de gages de fierté avaient été empilés en son honneur tandis que les miens étaient oubliés ou écartés. Je me suis souvenu de chaque fête passée, quand mes dessins étaient rejetés comme des passe-temps, quand ma voix était noyée par ses succès. Ce soir n'était pas nouveau. C'était seulement plus fort, plus tranchant, impossible à ignorer. Il me souhaitait effacer, et devant tout le monde, j'avais osé être d'accord. Le silence est devenu insupportable. Mon verre est resté sur la table, un cercle de condensation marquant sa place. Le feu dans l'âtre a crépité bruyamment, comme pour se moquer du silence des gens autour de moi. Ma respiration était lente et régulière, bien qu'à l'intérieur, je tremblais de fureur. Je me suis tourné vers le couloir, chaque pas délibéré, mes talons claquant contre le bois dur. Derrière moi, des chuchotements se sont élevés comme une marée, vifs, apitoyés, spéculatifs. Le dîner de famille était passé de la tradition au spectacle en un instant. J'ai senti le poids des regards pressés contre mon dos, le genre de regard qui voulait consommer le drame mais jamais intervenir. Le hall d'entrée sentait le pain, la couronne sur la porte effleurant mon épaule alors que j'attrapais mon manteau. Mes doigts ont tâtonné un moment, non par faiblesse, mais à cause de l'électricité de la rage qui me traversait. J'entendais encore leur voix dans ma tête, la proclamation froide de mon père, le silence complice de ma mère. J'ai serré mon manteau, ouvert la porte et suis sorti dans la nuit. L'air lyonnais m'a transpercé, vif et vivifiant, des flocons de neige se déposant dans mes cheveux. Pour la première fois depuis des années, le froid me semblait plus pur que la chaleur que j'avais laissée derrière moi. La maison brillait dans mon dos, ses fenêtres déversant de la lumière dans l'obscurité, mais l'intérieur n'était plus ma place. Je me suis arrêté au bout de l'allée, mes bottes craquant sur la neige. Un chœur de voix étouffées s'est élevé à l'intérieur, le bourdonnement des téléphones enregistrant, le cliquetis des verseux, remplissant à nouveau comme si rien ne s'était passé. Pour eux, ce n'était peut-être qu'un autre scandale, une autre histoire à chuchoter demain. Pour moi, c'était la fin de la dernière illusion. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Leur rire avait été la coupure finale, et mes mots avaient été ma seule défense. Je n'avais plus ma place à leur table. Je n'en avais plus besoin. La nuit s'étendait devant moi, silencieuse à l'exception de mes pas, et à chaque pas, je me sentais moins effacée et plus vivante, comme si la véritable histoire de qui j'étais venait à peine de commencer. La pièce est restée figée bien après que mes mots aient fendu l'air. Le feu crépitait dans l'âtre, et le seul mouvement était le léger tintement d'une cuillère glissant de la main tremblante de quelqu'un sur une assiette en porcelaine. La mâchoire de mon père s'est contractée, ses yeux rivés sur moi avec une fureur qui semblait prête à s'enflammer, mais sa langue a flanché. Pour une fois, Grégoire n'avait aucun ordre à donner. Ma mère s'est agitée sur sa chaise, ajustant ses perles avec un sourire crispé qui ne trompait personne. « N'aggrave pas les choses, Olivia » a-t-elle sifflé, mais sa voix était mince, fragile face au silence qui nous entourait. Je sentais chaque regard. Un cousin à ma droite a serré son téléphone plus fort contre sa poitrine, la faible lueur d'une application d'enregistrement brillant sur sa chemise. Samantha a baissé les yeux, faisant semblant de réarranger sa serviette. Daniel était assis, rigide, sa main crispée sur la table, comme si, au moindre mouvement, toute la façade de contrôle s'effondrerait. L'odeur de chapon rôti et de clous de girofle, autrefois chaude et accueillante, collait maintenant comme de la fumée dans ma gorge. Je leur ai tourné le dos, la tige de mon verre laissant un anneau humide sur le lin alors que je le posais. Ma chaise a de nouveau raclé le sol alors que je me dirigeais vers le couloir, le son résonnant, final et sec, coupant le silence tendu. Personne n'a bougé pour m'arrêter. L'air dans le couloir était plus froid, bien que la chaleur de la salle à manger se répande faiblement derrière moi. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait la musique de Noël qui jouait encore faiblement sur les haut-parleurs. J'ai attrapé mon manteau sur le porte-manteau, mes mains tremblant, mais avant que je puisse le libérer, une voix familière a murmuré derrière moi. « Olivia, attends. » Je me suis retournée et j'ai vu ma tante Carole, ses cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait plus fort son châle. Elle s'est approchée de moi, ses yeux doux et humides de quelque chose que je n'avais pas vu de toute la soirée, de la compassion. Elle a soudainement passé ses bras autour de moi, me serrant contre sa poitrine comme elle le faisait quand j'étais une enfant effrayée par les orages. « Tu n'es pas une honte » a-t-elle murmuré fermement à mon oreille. « Tu es simplement différente d'eux, et ce n'est pas honteux. » La boule dans ma gorge a grossi. J'ai laissé échapper un rire tremblant, mon souffle se coupant. Différente a toujours signifié un échec dans cette famille. Carole s'est reculée, son visage se crispant de défi. Alors, que cela signifie la force. Ses mots étaient calmes mais résolus. Derrière elle, des ombres bougeaient au bord du couloir, d'autres parents jetant un coup d'œil par l'embrasure de la porte de la salle à manger, les yeux écarquillés, leur téléphone levé comme s'ils regardaient une scène de théâtre au lieu d'une famille en train de s'effondrer. Le souvenir m'a frappé comme une vague. J'avais de nouveau 15 ans, assise à cette même table. Daniel avait déballé une élégante mallette en cuir ce Noël-là, symbole de l'avocat qu'il était destiné à devenir.
Les applaudissements avaient rempli la pièce, les verres levés en son honneur. Mon cadeau, qui m'avait été remis presque après coup, était un ensemble de peintures. Mon père avait ri en le voyant. Peut-être qu'un jour tu pourras concevoir des publicités pour le cabinet de ton frère, avait-il dit, sa voix me transperçant aussi facilement que le couteau à découper tranchait le jambon. Tout le monde avait gloussé poliment. J'avais forcé un sourire, faisant semblant que ça ne piquait pas, mais cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'avais peint jusqu'à ce que les pinceaux s'effilochent, essayant de me prouver, même à moi-même, que ce n'était pas sans valeur. Ça n'a jamais été assez. J'ai chassé le souvenir d'un clignement d'yeux alors que Carole me serrait la main et reculait, son expression lourde de choses qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Ne leur donne pas la satisfaction de te briser. Elle m'a mis mon manteau dans les bras avant de se retirer vers la salle à manger. Je l'ai enfilé lentement, la laine me grattant la peau, chaque bouton un petit acte de défi. Les chuchotements de la salle à manger se sont élevés derrière moi, certains vifs de désapprobation, d'autres étouffés et apitoyés. Et puis, perçant à travers eux, est venu un rire. La voix de mon père, rejointe par celle d'un autre cousin, résonnant à nouveau comme pour se moquer de ma sortie même. Je suis sortie dans la nuit, la porte se refermant avec un bruit sourd derrière moi. L'air de décembre m'a tranché les joues, les flocons de neige dérivant comme des cendres pâles contre le ciel sombre. Mes bottes ont craqué sur la fine croûte de glace le long de l'allée. De l'intérieur, des voix étouffées se sont échappées faiblement, se mêlant à la musique qui jouait encore, mais le monde au-delà de la porte était d'un silence bienfaisant. Au bout de l'allée, j'ai sorti mon téléphone de ma pochette. L'écran s'est allumé instantanément, un flot de notifications clignotant rapidement. La discussion de groupe de la famille, Noël et 2024, explosait de messages. Mon estomac s'est noué en voyant la vignette en haut de la page. Moi, debout, mon verre à la main, la lueur du feu vacillant sur mon visage. Au-dessus, la légende d'un de mes jeunes cousins. Le dîner de Noël s'est transformé en film. J'ai cliqué dessus avant de pouvoir m'en empêcher. La voix de mon père a rempli la rue silencieuse. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Puis moi, me tenant droite, déclarant « Alors effacez-moi de tout ». Des halètements audibles, des fourchettes qui tintent, puis le silence. La vidéo s'est terminée, accumulant déjà des réactions et des émojis rieurs. J'ai rapidement éteint l'écran, mais il était trop tard. Mon humiliation avait échappé aux confins de la salle à manger. C'était maintenant un divertissement, de la matière pour les commérages familiaux, destinés à se répandre dans le monde entier dès le lendemain matin. Ma gorge s'est serrée, la nausée montant alors que j'imaginais la vidéo se propager sur Facebook, sur Instagram, jusqu'à des collègues qui tomberaient dessus et chuchoteraient derrière mon dos. Des flocons de neige s'accrochaient à mes cils alors que je fixais la lueur de la maison de mes parents, vibrant encore d'une chaleur qui me semblait maintenant empoisonnée. J'ai pensé à chaque fête où ma place avait été une pensée après coup, chaque année où mes réalisations avaient été balayées tandis que Daniel était couronné l'enfant prodige. Les mots « Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né » n'était pas une surprise, c'était juste la première fois que le masque tombait en public. J'ai resserré mon manteau, forçant ma respiration à se calmer alors que des nuages de vapeur s'échappaient dans la nuit glaciale. Derrière moi, la maison bourdonnait de rires moqueurs et de spéculations chuchotées. Devant moi, la rue s'étendait, calme et vide, les lumières de Noël brillant faiblement aux fenêtres des voisins, innocentes de la cruauté que je portais. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma main. J'ai baissé les yeux. Un nouveau message dans le groupe de discussion. Mon cousin avait déjà découpé la vidéo et écrit « On en parlera pendant des années ». Un autre message a suivi. Je suppose qu'Olivia a finalement craqué. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le froid me morde à travers mes gants. Mon humiliation était scellée. Pourtant, quelque part sous la piqûre, un autre sentiment s'est agité. La colère, vive et insistante, refusant d'être enterrée. S'il voulait m'effacer, alors je graverais mon nom plus profondément qu'il ne pourrait jamais l'effacer. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et levé la tête. La neige dérivait régulièrement à travers la lumière des lampadaires alors que j'avançais, laissant la maison derrière moi. Chaque craquement de mes bottes sur le trottoir glacé était un rappel. Il m'avait banni, mais la nuit m'appartenait désormais. La neige s'épaississait alors que je marchais, un rideau blanc tombant sur la rue calme de Lyon. Les lumières de Noël clignotaient sur les porches, des Pères Noël gonflables se balançant dans le vent froid, pourtant j'avais l'impression de me déplacer sur une scène après que le rideau soit déjà tombé. Mon téléphone vibrait encore et encore dans ma poche, mais je l'ai ignoré jusqu'à ce que la vibration devienne insupportable. Quand je l'ai sorti, la lueur m'a presque aveuglé. Le groupe de discussion familiale était en feu. En haut, la vidéo avait déjà été coupée, plus courte, juste quelques secondes. La voix de mon père, tranchante comme une lame, « Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. » Puis ma réponse, stable et furieuse, « Alors effacez-moi de tout. » C'était tout. Le clip tournait en boucle, dépouillé de son contexte, un spectacle prêt pour la moquerie.
Des dizaines d'émojis rieurs parsemaient le fil de discussion. Un cousin a écrit « Le mème de l'année, les gars ». Un autre a tapé « Olivia a finalement pété les plombs ». Mon estomac s'est retourné. Mon humiliation avait officiellement quitté les confins de cette salle à manger. Ce n'était plus seulement chuchoté, c'était diffusé. Je pouvais déjà imaginer demain, les voisins murmurant à la sortie de la messe, les collègues de Daniel ricanant dans leur bureau, des connaissances faisant défiler le clip sur Facebook, leurs doigts s'arrêtant juste assez longtemps pour partager. J'ai remis le téléphone dans mon manteau, mais il a de nouveau vibré, avec insistance cette fois. Ce n'était pas le groupe de discussion. Un message privé de ma tante Carole est apparu sur l'écran, ne les laisse pas te briser. Tu es plus forte qu'ils ne le pensent. Appelle-moi si tu as besoin. J'ai fixé ces mots, ma gorge se serrant. Une voix de gentillesse au milieu du cœur de moquerie. Le froid m'a mordu les joues alors que je continuais à marcher, mes bottes grinçant contre le trottoir glacé. Les souvenirs m'ont envahi, non invités et vifs. La Toussaint, il y a 2 ans. Mes parents organisaient un grand dîner pour des partenaires commerciaux. J'étais arrivée pleine d'espoir, portant une tarte aux noix de pécan que j'avais faite moi-même. Ma mère l'a prise à la porte, murmurant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Nous n'avons pas besoin de ça ce soir. S'il te plaît, ne nous embarrasse pas. » J'ai passé la soirée à la table des enfants pendant que les succès de Daniel étaient célébrés devant des élus de la ville. Je me suis souvenu de mon anniversaire l'année suivante. Pas d'appel, pas de carte. Une semaine plus tard, ma mère a expliqué qu'ils avaient été occupés avec un dossier de Daniel. Pendant ce temps, ses 35 ans avaient été célébrés avec une fête traiteur au country club. Exclu n'était même pas le bon mot. C'était un effacement. Année après année, jusqu'à ce soir, où ils l'ont finalement dit à voix haute. Le mot « héritage » m'est venu à l'esprit, acide et lourd. L'automne dernier, il y avait une réunion de famille dans le bureau de mon père. Daniel s'appuyait nonchalamment contre le fauteuil, ayant déjà l'air du prince héritier, tandis que ma mère planait près de la fenêtre. Mon père a parlé avec fierté, annonçant Daniel comme l'héritier d'immobilier, l'entreprise familiale. La société, les propriétés, le trust, tout était pour lui. Mon nom n'a même pas été mentionné. Quand j'ai demandé quel rôle j'aurais, mon père a poussé un dossier vers moi, une sorte de simulacre de poste en communication, rien de plus qu'une laisse. J'avais refusé. Ses yeux étaient devenus d'acier alors qu'il me disait que je le regretterais. Ce soir, j'ai finalement compris que le regret était le leur, pas le mien. Une autre vibration. Contre toute attente, je l'ai ouvert. Un notification de Facebook. Mon jeune cousin avait posté le clip publiquement avec la légende « Ça a dégénéré au dîner de Noël des Haies ». Déjà des dizaines de commentaires s'empilaient en dessous, certains amusés, certains apitoyés, la plupart simplement badauds. Je voulais laisser tomber le téléphone dans la neige, l'enterrer sous la glace et oublier son existence, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le nombre de vues grimper. Ma honte devenait un divertissement. J'ai débouché sur une rue plus calme, bordée d'arbres nus dont les branches étaient lacées de neige. Je me suis appuyé contre un lampadaire, mon souffle formant un nuage dans la lumière. La trahison ne venait plus seulement de mes parents. Elle venait de chaque parent qui était resté silencieux, de chaque cousin qui traitait maintenant ma douleur comme une blague virale. Ma poitrine me faisait mal sous ce poids, mais sous cette douleur, quelque chose d'autre a commencé à s'agiter, la colère, vive et claire. J'ai pensé à Daniel, à l'air suffisant sur son visage quand la direction lui a été promise, à la fierté de mon père rayonnant comme une couronne transmise d'un homme à l'autre. J'ai pensé aux innombrables nuits où je suis restée éveillée à travailler sur des designs pour des clients, me consacrant à des intérieurs qui faisaient briller de petits cafés, qui donnaient une nouvelle vie à des boutiques. Ces clients m'avaient remercié, m'avaient écrit des mots, avaient même pleuré en voyant les espaces finis. Pourtant, dans cette famille, je n'étais rien de plus qu'une ombre, un échec défini par le fait de ne pas être lui. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Celui-ci ne venait pas de la famille, mais d'un ancien client, le propriétaire d'un restaurant que j'avais aidé l'année précédente. J'ai vu la vidéo. Ne les écoute pas. Ton travail nous a permis de survivre pendant une saison brutale. Nous sommes toujours fiers d'avoir tes créations dans nos vitrines. Mes yeux se sont brouillés, non pas d'humiliation cette fois, mais de quelque chose qui s'approchait du soulagement. Il y avait des gens qui me voyaient, qui appréciaient ce que je créais, même si mon propre sang ne le faisait pas. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, le pressant contre ma jambe comme pour m'ancrer. Des flocons de neige descendaient dans mes cheveux, fondant contre ma peau. Autour de moi, la ville était silencieuse. La famille avait essayé de m'effacer. Mais alors que je marchais, chaque pas résonnant contre le trottoir glacé, j'ai commencé à réaliser qu'il ne m'avait pas effacé. Il m'avait libéré. Au coin de la rue, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière une fois de plus vers la lueur de la maison que j'avais quittée. À l'intérieur, les lumières du sapin clignotaient régulièrement, les rires continuant sans doute comme si rien ne s'était brisé. Mais je savais mieux. Ce soir,
Quelque chose s'était fissuré, et bien qu'il pensait que c'était ma ruine, je sentais l'étincelle de quelque chose d'autre, une résolution prenant racine au plus profond de moi. J'ai resserré mon manteau et me suis engagé dans la rue, me dirigeant vers la faible lueur du centre-ville. Mon humiliation était maintenant publique, oui, mais la vérité sûre. Qu'ils étaient l'été aussi. Et peut-être, juste peut-être, cette honte pourrait devenir le début de ma vengeance. Le lendemain de Noël, j'étais assise près de la seule fenêtre givrée de mon appartement à Paris, le café refroidissant, intact, sur la table à côté de moi. La ville dehors était silencieuse sous une épaisse couverture de neige, les voitures enfouies, les trottoirs vierges. Mon téléphone vibrait sans relâche avec des notifications, des partages de la vidéo, des commentaires, des identifications de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'aurais dû l'éteindre, j'aurais dû m'épargner cela, mais lorsque l'écran s'est allumé avec un objet qui ne puait pas la moquerie, je me suis arrêtée. Demande de consultation en design d'intérieur. J'ai cligné des yeux, riant presque de l'absurdité de la situation. Mon nom était un sujet tendance dans le petit cercle toxique de notre famille, une honte publique dont tout lion pouvait jacasser, et pourtant, quelqu'un me posait des questions sur mon travail. Contre toute raison, j'ai ouvert l'email. Il était direct, presque surprenant dans sa clarté. Je m'appelle Étienne Caldwell, PDG de Technologie Nouvelle Génération. J'ai vu la vidéo qui circulait hier soir. Tandis que votre famille y voyait peut-être une honte, j'y ai vu de la conviction. J'ai ensuite regardé votre portfolio. Vos projets de restaurant, les intérieurs de boutiques, ils se démarquent parce qu'ils semblent vivants, pas corporatifs. Nous prévoyons une expansion majeure et avons besoin d'une refonte complète de notre siège à New York, logo, intérieur, toute la vision. Parlons-en. Je l'ai lu 3 fois, mon pouce accélérant à chaque lecture. Un PDG. Un projet à New York. Des mots comme refonte complète et toute la vision. Cela semblait surréaliste. J'ai jeté un coup d'œil au coin de mon appartement où des croquis étaient épinglés au mur avec des punaises, se chevauchant comme une preuve désespérée de mon existence. La voix de mon père résonnait en moi, l'art ne paiera pas les factures. Pourtant, c'était là, une chance de lui prouver le contraire. Mes mains tremblaient alors que je tapais une réponse prudente, acceptant un appel plus tard dans l'après-midi. Quand la voix d'Étienne est arrivée, elle portait de la confiance, mais aussi de la chaleur. Il n'a pas perdu de temps. Il a énuméré des détails de mon travail que seule une personne ayant étudié attentivement aurait pu connaître, le café du parc Monceau avec ses murs en bois de récupération, la librairie de Saint-Germain que j'avais rebaptisée et qui était maintenant florissante. Il a dit « Je ne veux pas de bruit, je veux une vision. Je veux quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu. » Quelque chose en moi s'est agité à ces mots. Il avait regardé ce clip viral, m'avait vu tenir tête à ma famille devant tout le monde, et tandis que le monde se moquait, il avait vu du courage. Quand il a mentionné le chiffre, j'ai failli laisser tomber le téléphone. 250 000 € pour un contrat de 6 mois. Plus que ce que j'avais jamais gagné en une seule année. J'ai répété le chiffre, craignant d'avoir mal entendu. Son rire était bas et assuré. C'est exact. Nous investissons dans plus que des meubles et de la peinture. Nous investissons dans une identité. Et je pense que vous comprenez l'identité mieux que la plupart des gens. Après la fin de l'appel, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son dans la pièce, et même cela semblait trop fort. Ma honte était devenue virale, mais au lieu de fermer des portes, une s'était ouverte plus largement que toutes celles que j'avais jamais osé imaginer. Pourtant, le doute me rongeait. J'ai pensé à chaque fois qu'on m'avait dit d'être pratique, d'accepter ma place. Le visage de mon père quand j'ai refusé le poste en communication chez Immobilier est. Le silence froid de ma mère chaque fois que je mentionnais mon studio. Et si j'échouais? Et si je leur donnais raison après tout? J'ai appelé Maya Torres, ma meilleure amie de l'université, maintenant architecte dans un petit cabinet. Elle a écouté patiemment pendant que je déballais tout, la vidéo, l'humiliation, l'email d'Étienne, l'offre stupéfiante. Quand j'ai fini, il y a eu une pause, puis sa voix, stable comme la pierre, accepte. Tu as attendu toute ta vie ce moment. Prouve-leur qu'ils ont tort. Prouve-toi que tu as raison. Sa certitude était la bouée de sauvetage dont j'ignorais avoir besoin. Cette nuit-là, j'ai débarrassé mon bureau, étalant mes carnets de croquis, mes marqueurs et mon ordinateur portable. J'ai griffonné furieusement, remplissant des pages de concepts qui fusionnaient chaleur et innovation, technologie et humanité. J'ai imaginé un siège où la créativité n'était pas étouffée par des murs gris, où les employés se sentaient vus au lieu d'être engloutis. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de dessiner pour des miettes de validation. J'avais l'impression de dessiner pour un avenir. Le sommeil m'a à peine effleuré avant que le lendemain n'arrive, lourd de neige mais lumineux de détermination. J'ai signé le contrat numériquement, mon nom brillant sur l'écran. Le chiffre en bas m'a presque fait pleurer à nouveau, mais je me suis ressaisie. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la charité.
C'était une reconnaissance méritée. Dès que l'email de confirmation est arrivé, j'ai su que je ne pouvais plus travailler depuis mon petit appartement. Si je voulais prendre cela au sérieux, j'avais besoin d'un véritable espace. J'ai trouvé un loft à louer dans le Marais, un ancien entrepôt avec des briques apparentes et d'eau plafond. Il y avait des courants d'air, le radiateur gémissait comme un vieil homme, mais la lumière des larges fenêtres faisait scintiller la poussière comme une promesse. J'ai apporté des meubles d'occasion, un par un, montant moi-même un bureau par les escaliers, essoufflé et en sueur. J'ai acheté de la peinture avec le peu d'argent qu'il me restait et je l'ai appliquée sur les murs jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. La nuit, je dormais sur le canapé, entouré de cartons et d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je l'ai appelé Studio Horizon, une ligne claire entre le passé et l'avenir, entre la famille qui avait essayé de m'effacer et la femme qui refusait de disparaître. Pendant que je me consacrais au projet d'Étienne, mon téléphone continuait de vibrer au rythme du bruit de ma famille. Un cousin a posté une photo de mon loft avec la légende « La petite boutique de loisirs d'Olivia ». Ma mère a appelé une fois, sa voix vive de désapprobation. « Arrête de nous embarrasser. Tu regretteras de courir après ces bêtises. » J'ai tenu le téléphone fermement, ma voix calme en répondant « J'ai plus regretté de vous écouter que toute autre chose. » Puis j'ai raccroché. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était libérateur. Les nuits se confondaient avec les matins. Maya me rejoignait après le travail, affalée sur le sol avec son ordinateur portable pendant que nous réfléchissions à des agencements. Des boîtes de pizza s'empilaient, des croquis couvraient les murs. Lentement, le studio Horizon a commencé à prendre vie. Étienne appelait régulièrement, sa foi en moi alimentant la mienne. Il m'a dit que le conseil d'administration à New York était impressionné, déjà impatient de la présentation en janvier. Parfois, l'épuisement me ramenait au doute. Les factures s'entassaient, non ouvertes. Mes économies fondaient. Mais ensuite, je me souvenais de la voix de mon père à cette table, des mots destinés à m'enterrer. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Je me suis accrochée au feu que ces mots avaient allumé. Le soir du Nouvel An, j'étais assise seule dans le loft, des croquis éparpillés autour de moi, une simple guirlande de lumière féerique. Brillant contre le mur de briques. Dehors, des feux d'artifice éclataient au-dessus des toits, des explosions de couleurs fendant la nuit. J'ai levé une coupe de champagne bon marché à moi-même. S'ils m'effacent, ai-je chuchoté, je me redessinerai, plus grande qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Et alors que les 12 coups de minuit sonnaient, j'ai senti, pour la première fois de ma vie, que la nouvelle année était la mienne. Le loft sentait la peinture fraîche et les boîtes de plats à emporter, un étrange mélange d'épuisement et de possibilités. Je me tenais au milieu de l'espace vide, la lumière entrant à flot par les hautes fenêtres, mon souffle visible dans le froid. Ça y est. Le studio Horizon n'était plus seulement une idée. Il avait des murs, un sol qui craquait, un plafond assez haut pour me faire sentir petite et illimitée à la fois. J'ai appuyé ma main sur la brique apparente, sentant le grain sous ma paume. Nous commençons ici, ai-je murmuré, bien qu'il n'y ait personne d'autre dans la pièce. Le loyer à lui seul a dévoré le peu que j'avais économisé. Le camion de déménagement avait coûté plus cher que prévu, et les bureaux d'occasion que j'avais achetés dans un entrepôt de déstockage n'étaient guère mieux que du carton, mais ils étaient à moi. Je les ai montés par les escaliers un par un, mes muscles hurlant, la sueur gelant sur ma peau alors que l'hiver parisien s'infiltrait par les joints des fenêtres mal isolées. Les nuits se passaient enroulées sur un canapé que j'avais trouvé sur le bon coin, enveloppé dans une couverture, écoutant le radiateur siffler comme un vieil homme s'éclaircissant la gorge. Pourtant, chaque craquement, chaque courant d'air, me semblait une preuve de ma liberté. Le jour, je travaillais sur le projet d'Étienne Caldwell. Ses appels étaient fréquents, sa voix stable et encourageante. « Repousse les limites », m'a-t-il dit une fois. « N'aie pas peur de prendre des risques. » J'ai rempli les murs de croquis, de planches d'ambiance, mélangeant le bois chaud et le verre épuré, créant des bureaux qui ressemblaient à des maisons plutôt qu'à des cages, des espaces collaboratifs baignés de soleil et de couleurs au lieu de cubicules gris. Maya venait après le travail la plupart des soirs, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux alors qu'elle s'étalait sur le sol. Ensemble, nous réfléchissions, arrachant de vieux croquis pour les remplacer par des plus audacieux. Nous nous disputions sur les luminaires et rions de notre épuisement jusqu'à ce que l'aube se glisse par les fenêtres. Pourtant, la pression était écrasante. Les factures s'empilaient dans le coin de mon bureau. Électricité, eau, internet, loyer. Mon compte en banque diminuait chaque semaine, les chiffres fondant plus vite que la température extérieure. Plus d'une fois, j'ai fixé les totaux en rouge, la panique me serrant la poitrine. Et si tout s'effondrait avant même d'avoir commencé? Et si je donnais raison à mon père, que ce n'était rien de plus qu'un passe-temps déguisé en rêve? Mon téléphone vibrait constamment, me ramenant dans l'orbite de la famille que j'avais essayé de laisser derrière moi. Une photo est apparue dans le groupe de discussion, mon loft pris en photo par un cousin qui était passé en voiture par curiosité. La légende disait « La petite boutique de loisirs d'Olivia ».
Des émojis rieurs ont suivi, s'empilant comme des pierres. J'ai senti la piqûre mais j'ai refusé de répondre. Plus tard cette semaine-là, ma mère a appelé. Sa voix était vive, sèche. Arrête de nous embarrasser, Olivia. Tu crois que les gens ne parlent pas? Tu regretteras ces bêtises quand tout s'effondrera. J'ai tenu le téléphone fermement, ma voix calme, presque froide. J'ai plus regretté de vous avoir écouté que toute autre chose. Et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle insulte. Il était à moi. Chaque jour, je retournais au loft avec une nouvelle détermination. Etienne M.A. Envoyer les plans du siège de technologie nouvelle génération à New York, un espace tentaculaire au cœur de Manhattan. Pense audacieux, disait son email. C'est ce que j'ai fait. J'ai imaginé un bureau qui n'était pas seulement des murs et des bureaux, mais un lieu qui inspirait, où les gens entraient et se sentaient vivants. Je me suis investi dans chaque ligne, chaque texture. Mes doigts étaient endoloris de dessiner, mon ordinateur portable surchauffait à cause des rendus, mais je refusais d'arrêter. Maya me rappelait de manger. Elle apportait de la soupe dans des récipients en carton, ses yeux brillants malgré l'épuisement qui égalait le mien. Ça va tout changer, me disait-elle, et je voulais la croire. Mais le poids de l'ombre de ma famille planait. Les mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Daniel portera le nom des haies. Toi, tu disparaîtras. Je les voyais réunis à Lyon, levant leur verre à Daniel, célébrant son partenariat au cabinet d'avocats pendant que j'étais renvoyé avec un ricanement. Mon humiliation de Noël était encore fraîche, encore vive, mais c'était maintenant un carburant. Chaque nuit tardive, chaque dessin épinglé au mur était une riposte. Un soir, alors que je traînais mon pinceau sur une maquette géante sur toile, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas la famille. C'était Étienne. Son ton était plus léger que d'habitude. Olivia, le conseil d'administration veut voir ton concept en personne. Je te veux à New York le mois prochain pour la présentation. Mon cœur battait l'automate. New York. Devant des cadres qui décideraient si ce projet, la plus grande chance de ma carrière, vivrait ou mourrait. J'y serai, ai-je dit, bien que ma voix tremble. Après avoir raccroché, je suis resté au milieu du loft, fixant les croquis qui couvraient les murs. Je ne voyais pas seulement des dessins, mais une carte pour sortir de tout ce qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas être. Mes mains tremblaient en touchant l'un des rendus, traçant les lignes épurées d'un atrium en vert qui semblait briller même sur le papier. Un instant, j'ai repensé à mon père, à sa voix ce soir-là, nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de son héritage. Je n'avais pas besoin d'immobilier, ni de son approbation, ni même de sa reconnaissance. Tout ce dont j'avais besoin, c'était ça, le travail, la vision, la preuve que je n'étais pas effacé. Le loft était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la ville à l'extérieur, du léger cliquetis du chauffage et de ma propre respiration. J'ai levé mon verre de vin bon marché, portant un toast au croquis, à l'épuisement, au nid sans fin. C'est plus grand que moi, ai-je murmuré. C'est le début de la revanche. Et à ce moment-là, le loft froid ne semblait pas vide. Il semblait vivant. Il semblait être le début de quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais me prendre. Le train tremblait sous moi alors qu'il filait vers l'est, la neige maculant les fenêtres comme des coups de pinceau flous. J'avais à peine dormi, mon ordinateur portable brillant toute la nuit pendant que j'ajustais diapositive après diapositive, peaufinant la présentation pour le conseil d'administration de technologie nouvelle génération. Mes mains me faisaient mal à force de dessiner, mes yeux me brûlaient, mais l'adrénaline me tenait debout. Le bourdonnement du train, le bavardage des inconnus autour de moi, tout s'estompait en arrière-plan. Ce voyage à New York était plus qu'une présentation. C'était une épreuve. Je fixais mon reflet dans la vitre alors que le matin sombre se transformait en un jour pâle. Mes cheveux étaient attachés en arrière, mon blazer repassé du mieux que je pouvais avec mes ressources limitées. Pourtant, je pouvais entendre la voix de mon père s'insinuer dans ma tête, « L'art ne paiera pas les factures. » Cette phrase m'avait hanté pendant des années, mais cette fois, elle me donnait de la force. Je murmurai dans le bourdonnement du train, « Regarde-moi faire. » Quand la silhouette de Manhattan est apparue au loin, ma poitrine s'est serrée. La ville brillait comme une promesse que je n'étais pas sûr de mériter. Le trajet en taxi depuis Penn Station m'a fait passer devant d'immenses panneaux d'affichage et des bâtiments de verre qui semblaient percer les nuages. Mes nerfs étaient à vif, mais sous eux, il y avait quelque chose de plus stable, la résolution. Les bureaux de technologie nouvelle génération étaient temporaires, nichés dans un espace moderne du centre-ville en attendant la renaissance du nouveau siège. On m'a conduite dans une salle de conférence élégante avec des fenêtres allant du sol au plafond. Les membres du conseil étaient déjà assis, des hommes et des femmes en costume sur mesure, leurs expressions neutres mais expectatives. En bout de table, Étienne m'a fait un très léger signe de tête, son encouragement silencieux plus rassurant que je n'aurais pu l'imaginer. Quand je me suis levé pour parler,
mes paumes moites contre la télécommande, ma voix a vacillé un instant avant de trouver son rythme. J'ai parlé de design, non pas comme d'un luxe, mais comme d'une nécessité, de lieu de travail qui inspirait plutôt qu'il n'étouffait. Je leur ai montré comment les tons de bois chaud pouvaient équilibrer l'acier froid, comment les espaces ouverts pouvaient encourager la connexion, comment la lumière elle-même pouvait devenir une partie de l'architecture. Diapositive après diapositive, des croquis, des rendus, des concepts qui vivaient quelque part entre l'art et l'utilité ont été révélés. Au début, la salle était silencieuse, les yeux balayant mon travail sans expression. Mon cœur battait l'automate. Puis, une des plus jeunes directrices s'est penchée en avant, son stylo tapotant contre son carnet. On dirait l'avenir, a-t-elle dit. Ce n'est pas seulement du design, c'est une identité. Les mots se sont répandus comme une étincelle. Des têtes ont commencé à hocher. Les questions ont fusé, sérieuses, curieuses, pas dédaigneuses. Au moment où j'ai terminé, une vague d'applaudissements s'est élevée, sincère et soutenue. J'ai cligné des yeux, le souffle coupé. Pour la première fois, les applaudissements étaient pour moi. Pas pour Daniel, pas pour le nom, mais pour moi. Après, Étienne s'est approché, sa main stable sur mon épaule. Tu as fait plus que présenter un design, a-t-il dit. Tu leur as donné une vision. C'est ce que je voulais. Il a glissé un dossier vers moi sur la table de conférence. À l'intérieur, le contrat n'était plus de 6 mois. Il était de 12. Le chiffre en bas m'a coupé le souffle. 1/2 million d'euros. Ma main a tremblé en traçant le nombre. J'ai levé les yeux, ma voix se brisant en un murmure. Vous êtes sûr? Il a souri. Je suis sûr. Vous ne concevez pas seulement des bureaux, Olivia. Vous construisez une entreprise. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je fixais le contrat étalé sur le lit, les lumières de la ville scintillant à travers les rideaux. J'ai pensé au visage de mon père à Noël, sa bouche se tordant autour des mots « jamais né ». J'ai pensé au silence de ma mère, à la pitié de Daniel. Et maintenant, j'étais là, tenant la preuve que je n'étais pas effacée. Je m'étendais. Mais pendant que j'étais à New York, ma famille à Lyon regardait aussi. Chez les Hay, un autre dîner était en cours, leur voix remplissant la salle à manger où j'avais été chassée des semaines plus tôt. Daniel a offert une montre à mon père, une pièce coûteuse gravée de ses initiales. Ma mère rayonnait, servant le vin comme si rien ne s'était brisé. Mais un cousin a sorti son téléphone, montrant une diffusion en direct de la conférence. Mon visage a rempli le petit écran alors que je présentais, confiante, vivante. La table est devenue silencieuse un instant. Puis les ricanements ont commencé. C'est juste une phase, a marmonné ma mère, son ton cassant. Elle va bientôt s'écraser. Le rire de mon père était vif, cruel. Concevoir des bureaux ne fait pas de toi une membre de la famille. Ils ont bu. Ils ont dédaigné. Pourtant, les yeux de Daniel se sont attardés sur l'écran plus longtemps que les autres, sa mâchoire serrée, sa main tapotant contre son verre. Il a vu ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il refusait de voir. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue davantage. Un magazine économique a titré « De la disgrâce familiale à la designer en vogue, Olivia ait redéfini les espaces de travail ». Ma photo, prise en plein discours, me regardait depuis la page. J'ai tracé les lettres de mon nom imprimées, l'incrédulité se mêlant à la fierté. Le téléphone dans ma poche a vibré. Je m'attendais à Maya, peut-être à Étienne, mais le nom sur l'écran m'a noué l'estomac. Daniel. J'ai répondu, ma voix sèche. Qu'est-ce que tu veux? Il y a eu une pause, son souffle lourd au bout du fil. Nous devons parler, a-t-il finalement dit. Papa est furieux. Et ça, c'est plus grand que tu ne le penses. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant la ville pulser sous moi, les klaxons et les sirènes résonnant comme un battement de cœur. La voix de mon frère était stable, mais en dessous, j'ai entendu quelque chose de nouveau, la peur. J'écouterai, ai-je dit, ma voix calme mais froide. Mais seulement à mes conditions. Quand la ligne s'est coupée, je suis restée seule à la fenêtre, New York s'étendant à l'infini devant moi. La fille à qui on avait dit un jour qu'elle n'aurait jamais dû naître était sur le point de devenir le seul nom que sa famille ne pourrait plus ignorer. Daniel avait choisi un café chic sur l'avenue Foch, le genre d'endroit où les hommes d'affaires en costume avaient des conversations feutrées autour d'un expresso. Je l'ai repéré près de la fenêtre, sa cravate desserrée, son expression tendue. Quand je suis entrée, les têtes se sont tournées vers moi, non pas parce que quelqu'un me reconnaissait, mais parce que je me déplaçais différemment maintenant. L'humiliation de Noël s'était transformée en quelque chose de plus tranchant. Je me suis glissée sur le siège en face de lui, la vapeur de son café intact montant entre nous. « Tu as l'air fatigué », a-t-il dit, sa voix calme mais prudente. « J'ai travaillé », ai-je répondu. Contrairement à certains à qui on a tout donné sur un plateau. Sa mâchoire s'est crispée. « Je ne suis pas venue pour me battre, Olivia. Je suis venue pour discuter. » La serveuse a posé une tasse devant moi.
J'ai enroulé mes mains autour, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Dehors, la neige tombait drue sur les rues de la ville, les voitures avançant lentement comme alourdies par le silence entre nous. Finalement, Daniel s'est penché en avant. Papa est furieux. Il dit que tu humilies la famille avec ses articles, ses interviews, la façon dont la presse présente les choses. Je l'ai interrompu. Je n'ai rien présenté du tout. C'est eux qui l'ont fait, quand ils m'ont dit que je n'aurais jamais dû naître. C'est de leur faute. Il a légèrement tressailli, mais s'est vite repris. Peut-être, mais tu attises le feu maintenant. Les gros titres ne parlent pas de tes créations, Olivia. Ils parlent de la querelle familiale. Ce clip à Noël, la façon dont tu es partie, c'est partout. Et ça nous fait du mal. J'ai laissé échapper un rire amer. Ça vous fait du mal? Immobilier et s'effondre parce que c'est vieux, Daniel. C'est coincé dans le passé. Les clients veulent de la vision, ils ne se soucient plus des sols en marbre et des poignées de main de ton père. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Il a expiré brusquement, se frottant le front. Tu ne comprends pas. Tu as été exclu de l'héritage, du trust, de l'entreprise. Ça ne changera pas. Alors, pourquoi continuer à les provoquer? Le mot « héritage » a atterri comme une pierre dans mon ventre. J'ai pensé à la réunion dans le bureau de mon père, le bureau en acajou poli, la façon dont mon nom n'avait même pas été lu à voix haute lorsque les actifs ont été répartis. Daniel couronné héritier, pendant que j'étais effacé, comme si mon sang n'était pas le même. Mes poings se sont serrés autour de la tasse. Je ne les provoque pas, ai-je dit, ma voix basse. Je vis enfin sans leur permission. Ses yeux ont vacillé, incertains. Pour la première fois, j'ai vu des fissures dans son armure. Il s'est adossé à sa chaise, silencieux un instant, puis a admis, immobilier et a des difficultés. Nous avons perdu des contrats. Les clients disent que l'entreprise a l'air dépassée. Les investisseurs sont nerveux. Je l'ai observé attentivement, et son regard a rencontré le mien, stable mais troublé. Et certains au conseil d'administration pensent que tu es peut-être la solution. Les mots m'ont frappé comme un choc. Pendant des années, j'avais été la honte, l'oubliée. Maintenant, dans l'ombre de l'effondrement, mon nom avait été prononcé dans cette salle du conseil. Le pire cauchemar de mon père. Je me suis penché en avant. Le crois-tu? Daniel a hésité. Je crois que tu as du talent. J'ai toujours cru ça. Mais je crois aussi que tu déchires cette famille. La colère est montée comme un feu en moi. J'ai posé la tasse assez fort pour qu'elle cliquette. Non, Daniel. Ils l'ont déchirée quand ils m'ont dit que je ne devrais pas exister. Ne retourne pas la situation contre moi. Il a frappé la paume de sa main sur la table, surprenant le couple derrière nous. Tu ne comprends pas. Tu gagnes la guerre médiatique, mais tu tues papa. Il a construit Immobilier de ses propres mains, et maintenant les gens pensent que sa fille est la visionnaire alors qu'il est la relique. As-tu la moindre idée de ce que ça lui fait? Je l'ai fixé, mon cœur battant à tout rompre. Sais-tu ce que ça m'a fait, Daniel? Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque moment où j'ai été effacé pour que tu puisses briller? Ils se sont assurés que le monde sache que tu étais la fierté et que j'étais la honte. Tu veux que j'aie de la peine maintenant que les rôles sont inversés? Son visage s'est vidé de sa couleur. La combativité a quitté ses yeux, remplacée par quelque chose de plus lourd. De la culpabilité, peut-être. Ou de la reconnaissance. Il s'est penché en arrière, sa voix plus douce. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais que nous comptions tous les deux. Un silence est tombé, fragile et dangereux. Mon téléphone a vibré sur la table. L'écran s'est allumé avec une notification de titre, la querelle de la famille, la fille mise de côté devient une étoile montante. Une photo de moi à la conférence de Miami nous regardait tous les deux. J'ai vu l'expression de Daniel se durcir en lisant les mots. Tu vois, a-t-il marmonné. Ils font de nous un spectacle. J'ai pris le téléphone et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Non, Daniel. Ils disent enfin la vérité. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Sa main planait près de sa tasse de café, ses doigts tremblant légèrement. J'ai alors réalisé que Daniel n'était pas aussi intouchable qu'il voulait le faire croire. Il voyait la tempête arriver. Il savait qu'Immobilier était en train de glisser et que le titre d'enfant prodige ne suffisait plus à le protéger. Il a levé les yeux vers moi, son regard fatigué. S'il te plaît, Olivia. Ne laisse pas cela nous détruire complètement. Je me suis levé de la table, resserrant mon manteau. Ce n'est pas moi qui détruis quoi que ce soit. C'est l'héritage qu'ils ont construit sur le favoritisme et les mensonges. Je ne le porterai plus. Je suis sorti dans la neige tombante, l'air froid me giflant les joues, mon souffle montant en nuages. Derrière moi, la porte du café s'est refermée, étouffant le cliquetis des tasses et le silence de Daniel. Sur le trottoir, mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification par email a clignoté sur l'écran. Invitation.
Conference Internationale du Design, Miami. Conférencière principale. Mon souffle s'est coupé. Le monde s'ouvrait plus largement, bien au-delà de Lyon, au-delà d'immobilier, au-delà de la petitesse dans laquelle ils avaient essayé de m'enfermer. J'ai incliné la tête en arrière, les flocons de neige se posant sur mes cils. Ils avaient souhaité que je ne sois jamais né, et maintenant, le nom même qu'ils avaient essayé d'effacer était sur le point de monter sur une scène mondiale. L'avion descendait sur Miami, la côte scintillant sous un soleil si éclatant qu'il semblait presque irréel après des mois de neige à Paris. Par le hublot, je regardais les palmiers qui bordaient les autoroutes, l'océan s'étendant en un bleu infini. J'ai pressé ma main contre la vitre, mon pouce accélérant. Ce n'était pas juste un autre travail, c'était la scène où j'allais sortir de l'ombre dans laquelle ma famille m'avait piégé et revendiquer une place qui ne pourrait jamais me refuser. Le hall de l'hôtel bourdonnait de voix à mon arrivée. Les participants de la conférence internationale du design se regroupaient, leurs badges se balançant à leurs cordons, leurs conversations mêlant des accents du monde entier. Je me suis enregistré, serrant le dossier de notes que j'avais réécrit une douzaine de fois, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à ma chambre. Depuis le balcon, je pouvais voir les vagues de l'Atlantique se briser comme du verre liquide. L'horizon semblait infini, et pour une fois, je me suis permis d'imaginer ma propre vie s'étirer de la même manière. Le lendemain matin, la salle de conférence brillait sous les lustres. Des centaines de chaises étaient alignées, toutes occupées par des designers, des cadres, des journalistes. Des bannières proclamaient « Nouvelle voie du design, l'innovation rencontre l'humanité ». Mon nom apparaissait sur l'écran avec 4 autres, listés comme conférenciers principaux. Le voir là, Olivia Hay, m'a provoqué un choc. Pendant si longtemps, mon nom avait été prononcé comme une malédiction. Maintenant, il était affiché pour un public qui attendait de m'écouter. Quand on m'a appelé sur scène, mes mains tremblaient autour de la télécommande. J'ai pris une grande inspiration, balayant du regard la mer de visage. Pendant un instant, j'ai repensé à la nuit de Noël, au ricanement, au rire, à la voix de mon père résonnant. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Ce souvenir s'est enfoncé en moi comme un couteau, mais au lieu de me couper, il m'a stabilisé. J'ai commencé. J'ai parlé non seulement de design, mais d'identité. Je leur ai parlé du studio Horizon, du refus de laisser la créativité être rejetée comme un simple passe-temps. J'ai admis que j'avais été exclu de l'héritage de ma famille, écarté de l'entreprise familiale, qualifié de honte. La salle était silencieuse, le poids de mes mots les attirant. Puis, j'ai changé de sujet pour parler de mon travail, les intérieurs qui avaient transformé de petits cafés, la librairie qui avait repris vie grâce à mes créations, et maintenant, le concept pour le siège de technologie nouvelle génération à New York. Des images ont rempli l'écran derrière moi, du bois chaud à côté de l'acier, la lumière se déversant dans des espaces ouverts, des bureaux conçus non pas pour enfermer, mais pour inspirer. Ceci, ai-je dit, ma voix ferme, ne concerne pas les murs et les meubles. Il s'agit de créer des espaces où les gens sentent qu'ils ont leur place. Parce que personne ne mérite qu'on lui dise qu'il n'en a pas. Quand j'ai cliqué sur la dernière diapositive, la salle s'est levée. Les applaudissements ont tonné, les gens se sont levés, applaudissant jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Une femme au premier rang s'est essuyé les yeux. Un homme a crié « Oui ». Ma gorge. C'est serré, et j'ai baissé la tête, submergée. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas l'arrière-plan, l'erreur, l'oublié. J'étais le centre. De retour à Lyon, ma famille regardait. La conférence avait été diffusée en direct, la vidéo se propageant déjà. Mon père était assis en bout de table dans la salle à manger, au même siège où il m'avait condamné, ses poings serrés sur les accoudoirs alors que mon visage apparaissait à l'écran, ma voix remplissant la pièce. Le sourire de ma mère a vacillé, ses yeux se tournant nerveusement vers les parents assis autour d'eux. Daniel était assis en silence, la mâchoire serrée. Elle se ridiculise, a grogné mon père. C'est un cirque. Mais même alors qu'il crachait ces mots, la vérité se propageait au-delà de son contrôle. Ce soir-là, les gros titres sont apparus en ligne. De la trahison de Noël à la scène de Miami, Olivia Hay redéfinit le design. Un journal financier a comparé mon ascension au déclin d'Immobilier. Tandis qu'Immobilier s'accroche à des méthodes dépassées, leur fille mène l'innovation sur la scène mondiale. Les mots ont marqué leur réputation comme le feu sur du papier. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai lu les articles avec des mains tremblantes. Chaque ligne était surréaliste. Mon nom loué, mon travail célébré, mon histoire recadrée comme un triomphe au lieu d'une humiliation. J'ai fermé l'ordinateur portable et fixé mon reflet dans la fenêtre sombre. Pour la première fois, je me sentais plus grande que la honte dont il m'avait affublée. Ce soir-là, Étienne a appelé. Sa voix portait à la fois de la fierté et un avertissement. « Tu as été incroyable, Olivia. Mais écoute, l'entreprise de ta famille perd des contrats à toute vitesse. Il te reproche la presse. Ton nom est partout, et ça force les gens à les regarder différemment.
Je me suis appuyé contre la balustrade du balcon, la nuit de Miami m'enveloppant de sa chaleur. L'océan rugissait en dessous, stable, implacable. Mon cœur battait la chamade alors que les mots d'Étienne s'imprégnaient. Il me blâmait. Mais pas parce que j'avais échoué. Parce que je réussissais. J'ai pensé à mon père, si certain que m'effacer assurerait l'héritage des haies. Maintenant, le monde regardait sa honte à travers le nom même qu'il avait tenté d'enterrer. L'ironie était vive, presque cruelle. J'ai fermé les yeux, laissant le vent marin fouetter mes cheveux, et je me suis murmuré. C'est ma revanche. Le téléphone a de nouveau vibré après que j'ai raccroché avec Étienne. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était Daniel. Il faut qu'on parle. La situation est pire que tu ne le penses. J'ai fixé l'écran, mon pouce accélérant. Il m'avait souhaité parti, m'avait souhaité jamais né. Mais maintenant, l'entreprise qu'ils gardaient comme une forteresse se fissurait, et mon nom, le nom qu'ils avaient tenté d'effacer, était le seul à résonner assez fort pour être entendu. La salle du conseil d'administration d'immobilier ressemblait plus à un tribunal ce matin de janvier. Le givre s'accrochait aux fenêtres du siège de Lyon, mais à l'intérieur, la tension était suffocante. Mon père était assis en bout de la table en acajou poli, ses cheveux argentés gominés, sa posture raide d'autorité. Ma mère était assise à côté de lui, des perles à son cou, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Daniel s'appuyait contre sa chaise, essayant de projeter le calme, bien que les rides autour de ses yeux trahissent des nuits blanches. De l'autre côté de la table, les directeurs feuilletaient des papiers, leur voix vive et sèche. 3 contrats annulés au cours des 8 dernières semaines, a déclaré un homme, pointant son doigt sur une impression. C'est des millions de revenus prévisionnels en moins. Une jeune femme au conseil, Mademoiselle Carter, a ajouté sans embâge, et ce n'est pas seulement l'argent. Ouah! Presse a détruit notre image. Les clients ne veulent pas être associés à une entreprise perçue comme dépassée et hostile. Nous sommes toxiques en ce moment. Grégoire a frappé la paume de sa main sur la table, le son résonnant dans la pièce. Nous avons survécu pendant 40 ans sans artifice. Immobilier n'a pas besoin de rebranding. Nous construisons des structures solides, fiables. C'est ce que les gens respectent. Les directeurs ont échangé des regards mal à l'aise. Personne n'osait le défier ouvertement, du moins pas encore. Mais Mademoiselle Carter a insisté, sa voix inébranlable, le respect ne suffit plus. Nous ne sommes plus dans les années 90. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur la réputation quand les clients exigent de la vision. Ils nous comparent à des concurrents qui innovent. Et la presse? Elle a marqué une pause délibérée, ses yeux se tournant vers Grégoire. La presse ne cesse de pointer du doigt Olivia Hay. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne prononcez pas son nom dans cette salle du conseil, a-t-il aboyé. Mais le nom avait déjà été prononcé, et le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel déni. Un autre directeur s'est éclairci la gorge. Ils font l'éloge de son travail de design à la conférence de Miami. Ils l'appellent l'avenir de l'industrie. Et pendant ce temps, nous avons l'air de reliques. Les lèvres de ma mère se sont amincies. Elle s'est penchée vers mon père, chuchotant avec urgence. « Grégoire, les gens parlent. Cette vidéo de Noël est partout. Ils posent des questions. »« As » a-t-il hurlé, sa voix s'élevant. Elle s'est exclue elle-même de cette famille. Elle n'est rien pour nous. Mais les directeurs se sont agités sur leurs chaises, leurs expressions disant ce qu'ils n'osaient pas exprimer à voix haute. Peut-être qu'elle n'était plus rien. La voix de Daniel a percé la tension, calme mais ferme. Nous devons faire face à la réalité. Immobilier est en difficulté. Nous avons perdu des contrats, notre crédibilité s'effrite et les investisseurs s'impatientent. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions nous effondrer. Grégoire l'a fusillé du regard. Alors tu voudrais que nous rampions jusqu'à elle, après ce qu'elle a fait? Le regard de Daniel n'a pas vacillé. Peut-être devrions-nous au moins considérer Olivia. La phrase est tombée comme un marteau. Ma mère a eu un léger hoquet. Quelques directeurs se sont penchés en avant, comme si l'idée flottait déjà dans leur esprit. Grégoire s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant sur le sol, son visage rouge de colère. Cette fille est une honte. Elle a humilié cette famille. Elle m'a humilié. Et tu suggères que nous la fassions entrer ici? Sa main a tranché l'air comme s'il pouvait à nouveau effacer mon nom de l'existence. Mais l'explosion n'a fait qu'approfondir le silence. Pour la première fois, certains membres du conseil ont évité de le regarder, leurs yeux se tournant plutôt vers Daniel. C'était une petite chose, mais indubitable. Au même moment, au-delà des murs isolés de la salle du conseil, le monde extérieur observait. Ce matin-là, un magazine économique national a publié un article intitulé « Immobilier est en déclin tandis que la fille déshéritée s'envole ». Le titre était accompagné d'images côte à côte. Mon père, l'air renfrogné lors d'une inauguration des années plus tôt, et moi, sur scène à Miami, les bras tendus devant un public en liesse. L'article était impitoyable.
Il détaillait les contrats annulés, l'effondrement de la réputation, et plus accablant encore, il citait la vidéo virale de Noël. La phrase que mon père avait prononcée devant parents et caméras flamboyait en caractères d'imprimerie: « Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. » Les membres du conseil l'avaient vu. Les clients l'avaient vu. Les investisseurs l'avaient vu. Dans l'après-midi, la valeur de l'action de la société avait encore chuté. Dans le calme qui a suivi l'explosion de Grégoire, Daniel a de nouveau parlé, plus doucement mais fermement. « Tu ne peux plus l'ignorer. Que cela te plaise ou non, Olivia fait partie de cette histoire. Le public la voit déjà comme la solution. Nous avons besoin d'elle. » Grégoire s'est affalé dans son fauteuil, sa respiration rauque, la fureur sur son visage se teintant de quelque chose de dangereusement proche de la peur. Mais sa fierté ne céderait pas. Plutôt mourir, a-t-il sifflé. La réunion s'est terminée dans le chaos, les directeurs partant avec des mots secs, leurs murmures se répandant dans le couloir. La décision n'avait pas été prise, mais la graine avait été plantée. Mon père pouvait rager autant qu'il le voulait, la vérité était déjà hors de son contrôle. Ce soir-là, Daniel m'a appelé. Sa voix était tendue, plus lourde que je ne l'avais jamais entendue. « C'est pire que tu ne le penses », a-t-il admis. Les contrats tombent les uns après les autres. Le conseil est agité. « Papa, il perd le contrôle, Olivia. Ils vont devoir venir à toi. Ce n'est qu'une question de temps. » Je me tenais près de la fenêtre de mon loft à Paris, la neige tourbillonnant contre la vitre, la ville en contrebas brillant de ses lumières d'hiver. Mon cœur battait la chamade à ces mots, mais j'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Je ne lui donnerai pas la satisfaction du soulagement. « Olivia » a-t-il finalement demandé. J'ai souri faiblement, regardant la neige effacer les contours des rues. « Qu'il rampe d'abord. » J'ai raccroché, l'écho de son soupir résonnant encore à mon oreille. Pour la première fois, je ne me sentais pas effacée. Je me sentais inévitable. L'appel est arrivé un lundi matin gris. J'étais penchée sur ma table à dessin dans le loft, un feutre rouge à la main, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Un instant, j'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose en moi savait. J'ai répondu. « Olivia. » La voix était sèche, formelle, comme si l'interlocuteur était un étranger, mais je l'ai reconnu instantanément. Mon père. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il continue enfin. Nous devons nous voir. Ma prise sur le feutre s'est resserrée. C'est une affaire de famille. Non, a-t-il dit sèchement. C'est une affaire d'affaires. Un rire amer m'a échappé. Les affaires, bien sûr. Il a nommé un lieu, le cabinet d'avocats Warner et Blake, dans le centre, un terrain neutre, comme si notre sang avait été effacé et qu'il ne restait que des contrats. J'ai accepté, ma voix égale, bien qu'à l'intérieur, quelque chose martelait ma poitrine. Quand je suis entrée dans la salle de conférence plus tard dans la journée, l'air sentait le cuir et le papier, lourd de vieil argent et de vieille rancune. Les bibliothèques s'élevaient haut, leurs dos brillant sous des lampes en laiton. Au bout de la longue table en verre se tenait Grégoire, costume impeccable, cravate parfaitement nouée, mais ses épaules semblaient plus petites que dans mon souvenir. Il ne s'est pas levé quand je suis entrée. Il a simplement fait un geste vers la chaise en face de lui. Je me suis assise lentement, mon carnet en équilibre sur mes genoux. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le seul son était le faible tic-tac d'une horloge sur le mur. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Immobilier va bien. Nous gérons. La presse exagère. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Il s'est agité sur sa chaise, ses yeux se posant sur le dossier devant lui. Certains contrats ont été perdus, oui, mais c'est temporaire. Sa voix s'est presque imperceptiblement brisée. Les clients reviendront une fois qu'ils se souviendront de qui nous sommes. Je me suis penchée en avant, posant mes coudes sur la table. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Ils se souviennent. Ils se souviennent exactement de ce que vous êtes, dépassé, têtu, aveugle. Sa mâchoire s'est crispée. Un instant, j'ai cru qu'il allait sortir. Mais ensuite, il a parlé à nouveau, plus bas maintenant. 2 autres clients se sont retirés la semaine dernière. L'un m'a dit directement que nous ressemblions à une relique du passé. Les investisseurs tournent comme des vautours. L'aveu pesait lourdement entre nous. L'homme qui avait passé toute ma vie à se déclarer invincible était en train de craquer. Et puis il a dit les mots que je n'aurais jamais imaginé entendre, « Nous avons besoin d'aide ». J'ai laissé le silence s'étendre, le savourant. Il ne pouvait pas me regarder en le disant. Ses yeux se sont portés sur la table en verre, sur la fenêtre, n'importe où sauf sur mon visage. « Si vous voulez le studio Horizon, ai-je dit enfin, ma voix stable, ce sera en tant que client. Pas en tant que famille. Pas comme une faveur enveloppée d'excuses. Plein tarif, contrôle total. » Sa tête s'est relevée d'un coup, la colère brillant dans ses yeux. « Tu penses pouvoir me dicter tes conditions ?» J'ai rencontré son regard, sans ciller. « Vous avez dicté ma vie pendant 30 ans.
Cette fois, c'est moi qui tiens le stylo. La porte s'est ouverte, brisant la tension. Un avocat senior est entré avec un dossier de documents, ses yeux allant nerveusement de l'un à l'autre. Il a posé le contrat sur la table, le faisant glisser vers mon père. Les chiffres étaient clairement imprimés, le périmètre des travaux défini, les conditions sans compromis. Grégoire l'a fixé, ses jointures blanches contre les accoudoirs. C'est du vol, a-t-il marmonné. Ce sont les affaires, ai-je corrigé. Il a pris le stylo, l'a tenu en suspens au-dessus du papier, puis l'a de nouveau claqué. Tu veux que je te cède l'entreprise? Que je te laisse jouer les sauveurs pendant que le monde se moque? Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras. Vous n'avez pas le choix. Le monde se moque déjà. Je suis votre seule chance de renverser la situation. Son visage est devenu cramoisi. Un instant, j'ai cru qu'il allait déchirer le contrat en deux. Mais le poids du silence, la pression du conseil d'administration, l'effondrement imminent, tout cela pesait sur lui jusqu'à ce que, finalement, sa main bouge, lentement, raidement. Il a signé son nom. Chaque trait de plume semblait lui coûter quelque chose. Quand il a eu fini, il a poussé le dossier sur la table. Très bien. Mais ce sont les affaires. Rien de plus. J'ai calmement rassemblé le dossier, le glissant dans mon sac. C'est tout ce que ça aurait toujours dû être. En me levant pour partir, j'ai aperçu son reflet dans le mur de verre de la salle de conférence. Il avait l'air plus vieux, plus petit, comme un homme acculé par l'empire même qu'il avait bâti. En sortant dans le couloir, mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité a clignoté sur l'écran. Immobilier engage le studio de sa fille déshéritée pour une refonte d'urgence. En dessous, une photo de moi à la conférence de Miami, les mains levées en plein discours, la confiance rayonnant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un léger sourire. L'humiliation de Noël s'était transformée en levier. Les rôles s'étaient inversés, et cette fois, ce n'était pas moi qui étais effacé. J'ai remis mon téléphone dans la poche de mon manteau et je suis sorti dans l'après-midi gris. L'air froid de la ville, vivifiant et vivant, m'entourait. Pour la première fois, le poids des mots de mon père, « Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né », ressemblait moins à une malédiction qu'au début de mon histoire. La première semaine après la signature du contrat, le studio Horizon s'est transformé en salle de guerre. Mon loft, autrefois calme et dépouillé, pulsait maintenant d'énergie. Des croquis jonchaient les murs, des post-it couvraient les tableaux blancs et des rouleaux de papier calque se déroulaient sur le sol comme des rivières. Maya était assise en tailleur avec son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, tandis que deux nouveaux freelances que j'avais recrutés travaillaient sur des bureaux dépareillés, leurs écrans brillant tard dans la nuit. Des boîtes de pizza s'empilaient près du radiateur, des tasses de café s'alignaient sur le rebord de la fenêtre, et l'épuisement se mêlait à l'exaltation. Nous avons commencé par démolir tout ce qu'Immobilier avait construit comme image publique. Leurs brochures semblaient avoir été conçues en 1992, des blocs de texte gris, des images de stock d'hommes en costume se serrant la main. Leur logo, un carré plat avec leur nom dans une police serif sans vie, criait la stagnation. Leur site web se chargeait avec la lenteur d'une mélasse, remplie d'un jargon dont personne ne se souciait. Je me tenais à la tête de la pièce, un marqueur à la main, et j'ai déclaré « Nous ne réparons pas leur fierté. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. » Étienne Caldwell est passé cette semaine-là, apportant du café pour l'équipe. Il a étudié les panneaux avec intérêt, hochant la tête en traçant les arcs des échantillons de couleurs épinglés en rangées. « Ils doivent avoir l'air d'appartenir à l'avenir, » a-t-il dit. En ce moment, ce sont des fossiles. Et les fossiles ne vendent pas de bâtiments. Son soutien a renforcé ma résolution. Bien sûr, Grégoire nous a combattus à chaque étape. Il envoyait des emails cinglants à minuit, le nom est synonyme de tradition. Ne le dévalorisez pas avec des gadgets. Lors des appels vidéo, sa voix était vive, m'interrompant avant que je puisse finir une phrase. Cette nuance de bleu est ridicule. Nos clients attendent du sérieux. Je lui ai répondu calmement à chaque fois, c'est pour ça que vous les perdez. Ils ne veulent pas de sérieux, ils veulent de la vision. Daniel jouait souvent le rôle de médiateur, son visage fatigué à l'autre bout de la caméra. Peut-être pouvons-nous trouver un équilibre, suggérait-il. Mais je secouais la tête. L'équilibre est ce qui les a bloqués. Nous ne faisons pas de compromis avec le passé. Un soir, après 10 heures de débat ininterrompu, Maya m'a prise à part. Tu réalises ce que c'est, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un projet. C'est une vengeance sous forme de design. Elle n'avait pas tort. Chaque croquis, chaque ligne, chaque décision était une réponse silencieuse à l'humiliation de la nuit de Noël. Ils m'avaient souhaité partie, effacée de tout, et maintenant ils étaient forcés de me regarder peindre leur survie. La percée est venue un jeudi soir. Sophie, une jeune designer que j'avais embauchée fraîchement sortie de l'école d'art, a dessiné quelque chose de brut sur un bout de papier. C'était un logo,
Un pont incurvé s'élevant vers le haut, se divisant en couleurs vives qui s'éventaient comme une promesse. Elle a hésité avant de me le montrer. Et si on arrêtait de les voir comme une société immobilière et qu'on commençait à les voir comme un pont entre l'ancien et le nouveau, entre les structures et les gens? La pièce est devenue silencieuse. J'ai attrapé un marqueur et j'ai redessiné son croquis sur le tableau blanc, élargissant les arcs, affinant les couleurs. C'est ça, ai-je dit. C'est qui renaît. À partir de ce moment, tout s'est enclenché. Le nouveau logo est devenu un symbole de transformation. Nous l'avons associé à un slogan, bâtir des avenirs, pas seulement des structures. Des tons chauds ont remplacé les gris froids. Des photos de vraies familles et de communautés ont rempli les maquettes de brochures et de panneaux d'affichage. Le site web a été repensé pour s'écouler comme une histoire, mettant en valeur les projets non seulement comme des constructions, mais comme un héritage. Lorsque nous avons présenté le concept au conseil d'administration, un silence s'est étendu dans la pièce. Un instant, j'ai craint que ce soit un échec. Puis, Mademoiselle Carter, la plus jeune directrice, s'est penchée en arrière avec un sourire. Ça semble vivant, a-t-elle dit. On dirait ce que nous aurions toujours dû être. Les applaudissements ont suivi, hésitant au début, puis plus fort. Même Grégoire, le visage rouge, n'a pu que grommeler. On verra si ça marche. Ça a marché. En un mois, le trafic du site web d'immobilier a doublé. Les prospects ont augmenté de 35%. Une importante revue professionnelle a publié un article intitulé « Du déclin à la renaissance, comment le studio Horizon a revitalisé Immobilier est ». La photo de couverture montrait le nouveau logo brillant sur un panneau d'affichage du centre-ville, les arcs de couleurs striant le ciel. Pour la première fois depuis des décennies, le nom a été prononcé avec enthousiasme plutôt qu'avec lassitude. J'ai tenu le magazine entre mes mains, le titre en gras contre ma poitrine. Pendant des années, mon père m'avait dit que l'art ne valait rien, un simple passe-temps. Maintenant, mon art sauvait son empire. Mais je ne l'ai pas laissé oublier les termes. Chaque facture a été livrée en totalité. Chaque décision passait par le studio Horizon, pas par la famille Hay. Quand Grégoire a essayé d'interférer, je lui ai rappelé « Vous avez signé le contrat. Ce sont les affaires. » Un après-midi, il m'a convoqué dans son bureau. Son bureau, habituellement encombré de plans, était presque vide, à l'exception d'un unique rapport. Il l'a tapoté une fois. Les bénéfices sont en hausse. Les clients reviennent. Les investisseurs appellent à nouveau. J'ai hoché la tête. Bien. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Il m'a fixé, sa bouche se crispant. Tu as sauvé cette entreprise. Un instant, la pièce était silencieuse, mais lourde de mots non dits. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas le pardon. Mais c'était une reconnaissance, quelque chose que je n'avais jamais reçu auparavant. Il ne s'agissait jamais de vous sauver, ai-je dit doucement. Il s'agissait de bien faire le travail. Ses yeux ont vacillé, la fierté en est trop fragile pour durer. Mais il n'a pas discuté. J'ai quitté le bureau alors que la lumière du soleil d'hiver se déversait à travers les portes vitrées, le poids sur mes épaules plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois, j'ai parcouru les couloirs d'immobilier et non pas comme la fille oubliée, mais comme l'architecte de sa survie. De retour au studio Horizon, Maya a versé du champagne bon marché dans des gobelets en carton. Sophie a souri en trinquant avec moi. À la fille qu'ils ont essayé d'effacer, a-t-elle dit. Et à l'entreprise qui ne peut plus respirer sans elle. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre, le son rebondissant sur les murs de briques du loft. Tard cette nuit-là, alors que je me tenais près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur les toits de Paris, une livraison est arrivée. Une épaisse enveloppe gaufrée d'or. À l'intérieur, une carte avec une écriture formelle. La famille vous invite au dîner de Noël, le 25 décembre. Nous espérons que vous rentrerez à la maison. J'ai fixé les mots pendant un long moment. La maison. Un endroit qui m'avait autrefois rejeté, condamné, qui avait ri en me souhaitant de ne jamais être né. Et maintenant, il me voulait de retour. J'ai posé la carte sur le bureau, à côté du magazine avec mon visage en couverture, et je me suis murmuré. Cette fois, j'y vais à mes propres conditions. La neige recouvrait le domaine des haies comme une carte postale cette nuit de Noël. Chaque branche à l'extérieur était garnie de lumière blanche, chaque fenêtre brillait d'un éclat doré contre l'obscurité de l'hiver. Mes bottes crissaient le long du sentier, chaque pas résonnant plus fort dans ma poitrine que dans la neige. Je serrais l'invitation dans la poche de mon manteau, bien que je n'ai plus besoin de lire les mots. Nous espérons que vous rentrerez à la maison. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la chaleur et l'odeur de chapon rôti m'ont instantanément frappé. Le hall d'entrée scintillait de guirlandes, le grand escalier s'enroulait vers le haut, drapé de rubans, et le vacarme familier des voix remplissait l'air. Les cousins et les oncles se sont retournés pour regarder. Pour la première fois, leur regard n'était pas moqueur. Ils étaient prudents, certains même nerveux. Ma mère est rapidement apparue,
des perles à son cou, sa robe émeraude chatoyant sous le lustre. Elle a tendu les bras vers moi, ses mains tremblantes. « Je suis contente que tu sois venue » a-t-elle murmuré, ses yeux humides. Je lui ai fait un petit signe de tête mais n'ai rien dit. Derrière elle, mon père se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, la posture aussi rigide que jamais, bien que son regard ne contienne plus la même autorité inébranlable qu'auparavant. Daniel planait à côté de lui, son expression illisible. Sur la longue table en acajou, les assiettes étaient déjà pleines, purée de pommes de terre, haricots verts en cocotte, sauce aux érelles brillant dans des bols en cristal. Le sapin de Noël scintillait dans le coin, les cadeaux soigneusement empilés en dessous. Je me suis glissée à ma place à côté de ma tante Carole, qui m'a serré fermement la main, son sourire portant plus de fierté que celui de n'importe qui d'autre dans la pièce. La conversation a d'abord balbutié, hésitante et maladroite, mais la nourriture a été passée, le vin versé, les rires refaisant surface par éclat prudent. Des enfants couraient près du sapin, leurs cris se mêlant au crépitement du feu. Pour n'importe qui de l'extérieur, cela ressemblait à une tradition restaurée. Pourtant, je sentais le courant sous-jacent, le changement qui planait sur chaque mot. Quand les assiettes ont été débarrassées et que le dessert est arrivé, des bûches au chocolat et au marron fumantes, le moment que je savais devoir arriver est finalement venu. Mon père s'est levé de sa chaise. La pièce s'est tue instantanément. Pendant des décennies, ces toasts de Noël avaient été des symphonies répétées de fierté pour Daniel, de gratitude pour la famille, de rappel de l'héritage. Ce soir, son verre tremblait légèrement dans sa main. Il a commencé de la même manière que d'habitude, remerciant tout le monde d'être là, louant une autre année de famille réunie sous un même toit. Mais ensuite, sa voix affaiblit. Il m'a regardé, et la pièce a semblé rétrécir jusqu'à ce que nous ne soyons plus que nous deux. L'année dernière, a-t-il dit lentement, j'ai prononcé des mots que je ne peux pas reprendre. Des mots qui ont blessé, des mots qui ont humilié. J'ai dit qu'Olivia était notre honte. Qu'elle était une erreur. Sa gorge s'est nouée autour des mots. Il a jeté un coup d'œil à Daniel, puis de nouveau à moi. Ce soir, je dis ceci à la place. Olivia n'est pas une honte. Elle est la fierté de cette famille. Le silence a été rompu par des applaudissements, hésitant au début, puis plus fort. Les parents ont applaudi, certains se levant. Ma mère a porté sa main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Daniel a applaudi aussi, bien que plus lentement, son sourire crispé et forcé. Je suis restée immobile, le son autour de moi s'estompant. Ces mots résonnaient, mais pas de la manière qu'il aurait pu imaginer. Ils ne guérissaient pas. Ils n'effaçaient pas. Ils étaient simplement la preuve de ce que je savais déjà, que la reconnaissance, quand elle arrivait enfin, ne me définissait plus. J'ai légèrement levé mon verre, hochant la tête. Merci, ai-je dit, ma voix égale. Puis je l'ai reposé, calme et imperturbable. La soirée a continué. Le dessert a été servi, le café versé. Des cousins ont raconté des histoires de Vieux Noëls. Les rires sont revenus par vagues, remplissant la maison comme autrefois. Tante Carole s'est penchée près de moi, chuchotant, « Je t'avais dit que ce jour viendrait. » La force ne passe pas inaperçue éternellement. J'ai souri faiblement, ma poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pourtant, au fond de moi, je comprenais quelque chose de plus vif. Je n'avais pas eu besoin du discours de mon père pour me tenir droite. J'avais déjà construit une vie à mes propres conditions, un studio qui prospérait, une réputation qui ne vivait plus dans l'ombre de personne. Sa reconnaissance n'était pas le fondement. C'était simplement la confirmation. Plus tard, alors que la nuit touchait à sa fin, je me tenais près du sapin de Noël. Les décorations scintillaient, les lumières se reflétant dans les boules de verre. Mon reflet me regardait, calme, stable, plus la fille oubliée au bout de la table. Derrière moi, des voix s'élevaient joyeusement, mais je me sentais à part, entière dans ma propre peau. Ils avaient souhaité que je ne sois jamais née, mais j'avais prouvé, sans l'ombre d'un doute, que j'étais impossible à effacer. Je me suis tournée vers la porte, enfilant mon manteau. Des flocons de neige tombaient silencieusement alors que je sortais sur le porche. J'ai respiré profondément, l'air froid me remplissant d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Regardant la nuit scintillante, j'ai murmuré pour moi-même, la boucle est bouclée. Et maintenant, à vous qui écoutez, avez-vous déjà été qualifié de honte par votre propre famille? Avez-vous déjà été exclu, diminué, fait pour sentir que vous n'aviez pas votre place? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que notre valeur n'est jamais définie par l'approbation de quelqu'un d'autre, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ensemble, nous continuerons à raconter des histoires où les rôles finissent par s'inverser.